La Commission des finances de l'Assemblée nationale qui a donc examiné et adopté hier une proposition de loi déposée par des élus de gauche qui vise à renflouer les comptes de l'État. Comment? En s'appuyant sur les contribuables qui sont vraiment très très riches. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Déjà, est-ce que c'est vrai? C'est ce que dit Clémentine Autain, qui est une des deux députées qui a proposé cette proposition de loi. Elle nous dit qu'en 10 ans, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur richesse augmenter de 1000 milliards d'euros, passant de 200 à 1200 milliards d'euros. Déjà, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il faut dire, voilà, c'est elle qui est à l'origine de cette loi qui c'est surtout... cible en gros les multimillionnaires et milliardaires. Voilà, millionnaires, donc c'est une petite fraction quand même des foyers fiscaux. On parle des ultra-riches. Ouais. Oui, la valorisation de leur patrimoine a fortement augmenté ces 10 dernières années. Notamment, on ne parle pas de revenus, on parle de patrimoine. Ça a été confirmé aussi, mais sous un autre angle, par la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques, qui a fait une étude qui a fait pas mal de bruit en réalité, mais qui montre que les revenus aussi, c'est pas les ultra-riches, là c'est les 0,1% des plus aisés ont augmenté en gros sur les 20 dernières années de 120%, alors que pour le reste de la population on est plutôt à 40%. Donc on voit une forme de déconnexion qui est assez... les chiffres sont un peu compliqués, c'est des montants importants, mais qui montre qu'il y a une forme de déconnexion entre l'évolution de ces très hauts patrimoines ou de ces très hauts revenus par rapport au reste de la population, et qui peuvent, par des mécanismes fiscaux, en fait, échapper à l'imposition qu'ils devraient payer en temps normal. Voilà, c'est pour ça que cette proposition de loi, qui vise à taxer les contribuables, notamment sur leur patrimoine, sur leurs biens professionnels. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais c'est un ISF en plus dur, parce qu'aujourd'hui, les biens professionnels sont sortis de l'assiette de l'ISF. Là, ça serait réintégré carrément. Alors, les biens professionnels des plus riches. C'est un peu différent, c'est-à-dire que oui, forcément, c'est de dire, en réalité, il y a d'abord l'ISF n'existe plus, c'est l'IFI, effectivement. L'ISF ne tenait pas compte dans la composition du patrimoine des biens qui sont des biens professionnels, donc les actions qui peuvent être détenues pour des biens professionnels. Là, l'idée est un peu différente, c'est de dire que c'est la proposition de Zucman, en fait. Zucman, c'est Gabriel Zucman, c'est cet économiste qui a popularisé cette taxe. Taxe sur les plus riches parce qu'ils échappent justement à une forme de taxation par des systèmes d'optimisation, des holdings. Mais légal, tout ça est légal. Tout ça est légal, mais certains pays mettent en place des dispositifs plus ou moins contraignants là-dessus. Mais enfin, bon, on va peut-être revenir là-dessus, c'est important. Mais ces 2%, en réalité, c'est dire les plus riches vont justement, une partie de leurs revenus vont être placés dans des holdings. Ils vont se distribuer en fait peu de revenus à travers les dividendes. Ouais. Et en réalité, oui, mais le plafonnement de l'ISF, enfin l'IFI, est aussi fonction de ces revenus distribués. Et en réalité, ils payent peu d'impôts par rapport à leurs revenus réels. Et donc ce mécanisme-là fait que vous allez plafonner à 70%, je crois que c'est ça, 75%. Ouais. De l'impôt de vos revenus. Mais si vos revenus sont dégonflés artificiellement, vous plafonnez cette imposition. Parce qu'il ne se verse pas. Parce qu'il ne se verse pas le revenu qui correspond à la réalité de ce qu'il génère, c'est-à-dire qu'il s'est placé dans cette holding, et après vous distribuez des dividendes, mais juste vous tirez sur ce que vous avez besoin et vous limitez ça. Et donc l'idée, c'est de dire, et d'ailleurs on voit, il y a eu des travaux qui sont importants, qui sont de l'IPP, l'Institut des politiques publiques, qui montrent qu'en fait le taux d'imposition effectif jusqu'à 0,1% des ménages les plus aisés, si vous prenez tous les impôts, vous arrivez, je crois, à 46-47%, et qu'au-delà, ça baisse... 47% en taux de taxation. Taux de taxation effectif, ouais. Et qu'on finit, pour les plus riches, ces multimillionnaires, ceux dont on parle, je crois qu'on est autour de 26 ou 27%, par ces mécanismes, en fait, de plafonnement. Et donc... 6%, c'est le niveau de l'impôt sur les sociétés. Voilà, exactement. En fait, en gros, vous payez surtout de l'impôt sur les sociétés. Ouais. Et vous payez plus d'impôt sur le revenu, ou très peu. Et par rapport à ces revenus qui sont très forts, vous payez peu d'impôt sur le revenu parce que, d'ailleurs, vous êtes au prélèvement forfaitaire unique, d'ailleurs, si c'est plutôt des dividendes. Et donc, en fait, cette composition-là, ce mécanisme d'optimisation fait que les plus riches peuvent échapper à la taxation réelle, en fait. Et donc, l'idée de Zucman, c'est de dire... Il y a un taux plancher sur un impôt plancher sur la fortune de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. Donc si l'addition de tous les impôts et prélèvements de ces ultra-riches n'est pas égale à au moins 2% de leur patrimoine,
ils devront payer la différence. Exactement. Donc c'est pas en fait mettre les biens professionnels vraiment dedans. Enfin, de fait, ils y sont. Bah oui, de fait, ils y sont. Mais c'est de dire, en fait, effectivement, vous avez une taxation de l'ordre de 2%. Alors, ça fait beaucoup. 2%, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Alors, si vous parlez des 1200 milliards pour les 500 plus riches en France, imaginons qu'ils ne payent quasiment pas d'impôts sur leur patrimoine, hein. Du coup, par ce mécanisme d'optimisation, si vous mettez 2%, vous arrivez à 24 milliards. C'est comme ça qu'on arrive à 24 milliards. De recettes fiscales. De recettes fiscales, ce qui est beaucoup. C'est un plafond, ça, non? C'est un plafond. À mon avis, c'est un plafond. On parle aussi plutôt d'entre 15 et 20 milliards. Est-ce que le taux doit être à 2%? Est-ce qu'il doit être à 1%? C'est des questions. Et puis, ça pose un autre sujet sur la table, c'est la question de l'exil fiscal possible. Ouais. On va y venir, mais c'est pas confiscatoire, 2%, encore une fois, sur le patrimoine? Quand on voit les... Alors, vous avez... L'ISF, ancienne version, a rapporté quoi, 5 milliards d'euros. Là, on parle de 15, 20, 25 milliards. Oui, donc ça montre que le montant max, vous arrivez à 15-20 milliards. Hein, c'est beaucoup, mais ça ne résout pas tout le problème non plus. C'est-à-dire qu'on doit trouver à peu près 100 milliards d'ajustements budgétaires. Donc la taxation des plus riches à son maximum pourrait vous rapporter 15 ou 20 milliards sans considérer les conséquences que ça pourrait avoir sur les délocalisations, enfin en tout cas des plus riches là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, par exemple, j'ai appris ça en préparant l'émission, si vous mettez votre argent dans une holding, au bout d'un moment, vous pouvez être rattrapé quand même. C'est-à-dire en disant, mais pourquoi vous stockez cet argent dans une holding? Vous pouvez la stocker si elle sert à des investissements. Si au bout d'un moment, elle n'est pas utilisée, elle va être remise, en fait, dans vos revenus. Et donc, même si on ne distribue pas. Voilà, même si on ne distribue pas. Vous ne pouvez pas le stocker éternellement. Et donc, ça pose quand même des questions fiscales qui sont problématiques. Alors, quel est le bon niveau de taxation? Il est toujours en débat. Dire on ne fait rien, c'est aussi un problème actuellement, surtout dans un moment où il y a deux constats. C'est que les déficits publics sont très élevés, et on a quand même un problème de financement de notre modèle économique. Deuxièmement, c'est que les chiffres que vous avez cités de ces 10-20 dernières années montrent quand même qu'il y a un décrochage vers le haut. Oui, leur argent, il a été bien géré, on ne peut pas leur en vouloir non plus. Ils ont été oui, mais du coup, bien sûr, mais c'est pas ça le problème. Si la BCE a baissé ses taux d'intérêt et que ça a fait monter l'immobilier ou les actions, c'est pas leur faute. Et ce qui pose problème, c'est pas leur faute, je pense pas on va le voir comme une faute, mais le problème, c'est la taxation effective. C'est-à-dire, est-ce que vous devez être plus taxé quand vous êtes dans les 0,1% ou dans les 0,01%? Donc, c'est le taux effectif de taxation. Il y a d'autres pays qui font ça, qui pratiquent cette taxe Zuckman aujourd'hui dans le monde? Je crois pas. La question de Zuckman, à la base, c'est de faire une taxation universelle, en réalité. Ah oui, donc c'est là où il y a un pays de le faire dans son coin, c'est tous les pays ensemble. C'est un peu comme la taxe minimum sur l'impôt sur les sociétés de 15%. Exactement. Qui n'arrive toujours pas à aboutir. Qui n'arrive pas à aboutir pour éviter ces mécanismes d'optimisation, en fait. Ouais. Parce que on peut comprendre que ce soit difficilement applicable. On peut comprendre qu'il y a quand même un problème d'inégalité derrière tout ça. Mais la mise en pratique, elle est compliquée parce que vous êtes face à une vraie concurrence fiscale là-dessus. Ouais. Vous avez des pays qui vont devenir très attractifs parce qu'ils disent qu'ils ne vont pas taxer le patrimoine, mais ça veut dire aussi que les plus riches échappent à une forme de taxation. Quand une partie de la classe moyenne, voire même des plus aisés, voire pas les très riches, eux vont payer pleinement leur impôt, quoi. Sont visés ceux dont le patrimoine est supérieur à 100 millions d'euros. Ça concerne 4000 personnes en France. Ouais. 4000 foyers fiscaux. Oui, donc c'est très concentré. C'est très concentré sur peu de personnes. Donc voilà, c'est vrai que penser tirer 15-20 milliards sur 4000 personnes, ça paraît beaucoup. Donc on est quand même clairement sur une fourchette. Oui, parce qu'on se dit que Bernard Arnault, on pense à lui, mais donc ça veut dire que ses parts dans LVMH seront soumis potentiellement, si encore une fois c'est adopté, pas seulement en commission, mais à l'Assemblée nationale, seraient soumis à cette taxe Zuckman, et il y a un risque évidemment de fuite des milliardaires à l'étranger. Il y a un risque de fuite, il y a un risque aussi de la valorisation réelle de ce patrimoine qui peut varier aussi dans le temps en fonction de la valeur boursière. Ouais, c'est quand même aussi compliqué parce que si vous faites des moins-values, comment vous les enregistrez? Oui, c'est une vraie question, ça. Oui, c'est une vraie question. Je ne pense pas que les impôts viendront vous rendre de l'argent. Est-ce qu'on vous rend de l'argent si votre boîte perd 50% de sa valeur? Donc quel est le déterminant C'est tous les ans cette taxe? Je ne sais pas, oui, a priori ça serait calculé tous les ans, mais est-ce que c'est lissé dans le temps? Donc on voit qu'on est face à des problèmes qui sont compliqués, y compris juridiquement. Et puis le deuxième point que vous avez soulevé qui est, est-ce qu'on voit que le capital est mobile?
et notamment si la taxation devient élevée et qu'à côté, les petits voisins, eux, ne sont pas du tout dans la même logique, effectivement, vous avez un intérêt assez fort à aller placer votre résidence fiscale ailleurs. Alors, du coup, ça pose la question de mettre en place une exit tax dans ce cas-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle est très faible en France, hein? Elle existe, mais elle n'est pas... L'exit tax, pardon, pour ceux comme moi qui ne sont pas... Alors, c'est vraiment c'est quelque chose d'important aux États-Unis, pour le coup. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez de modifier votre résidence fiscale et donc de changer de pays, Avant vous devez vous acquitter d'un certain nombre d'impôts très élevés. Pour vous donner envie de ne pas partir. Exactement, pour freiner le départ. Donc, c'est vrai que cette taxation, elle est envisageable beaucoup plus à un niveau global qu'au niveau national pour ces raisons-là. Bon, il y a eu l'adoption en commission, encore une fois, avec des députés, etc. Le texte sera soumis au vote de l'Assemblée nationale lors de la niche parlementaire du groupe écologiste le 20 février. Ça peut passer ou ça a a priori aucune chance de passer? Je ne sais pas, j'ai l'impression que Bayrou n'était pas totalement opposé à ça. Après, c'est très à l'encontre de la politique fiscale menée depuis maintenant 7-8 ans par Emmanuel Macron, qui vise justement à gagner en attractivité fiscale, qui a réduit la fiscalité plutôt des plus hauts revenus et des patrimoines. Mais on est dans un moment un peu particulier. On est quand même dans un moment particulier qui est celui d'une situation budgétaire dégradée. Et donc la question de mettre à contribution les plus riches va certainement se poser. Est-ce que cette forme-là est la bonne? J'en suis pas sûr. Est-ce que le taux est le bon? Est-ce que le taux est le bon? Quel impact ça pourrait avoir, y compris sur l'assiette fiscale, dont on a parlé? Mais le débat va avoir lieu, c'est sûr. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.